Il est 13 heures. Bonjour à tous et bienvenue à cette date quasi anniversaire de la plateforme L'innovation territoriale en action et à ce 12e webinaire du cycle 2019 consacré à la co-construction du bien commun. La plateforme d'innovation territoriale en action, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, est un travail de co-construction qui a été engagé entre la Caisse des dépôts, le CGET, le groupe La Poste et le Rameau, pour pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des territoires, et notamment de ceux qui sont moins dotés en ingénierie territoriale, de l'ensemble des éléments de recherche issus des travaux du Rameau qui, depuis 2008, mène un programme de recherche sur la co-construction territoriale et comment aider les organisations et les territoires à se saisir de ces nouvelles alliances. Et nous avons, depuis un an, initié un cycle mensuel de webinaires pour pouvoir partager et finalement échanger avec vous au-delà, bien évidemment, des travaux que vous pouvez retrouver directement sur la plateforme. Le cycle annuel de webinaire nous a amené depuis janvier à progressivement étudier l'ensemble des questions sous-jacentes de cette question de co-construction territoriale, comment qualifier son innovation, connaître son écosystème, apprendre à faire alliance, définir sa stratégie, évaluer la pertinence de son action, mobiliser des compétences, favoriser l'engagement des entreprises, transformer son modèle socio-économique, accroître l'impact d'une fondation, et puis le mois dernier, pour ceux qui étaient présents, accélérer grâce au numérique. Quelle est la place de cet outil qui est à la fois un remède et un poison? Et nous avons vu qu'il pouvait être très largement un remède, en tous les cas, pour aider à démultiplier l'action collective sur les territoires. Et nous finissons cette année et ce cycle avec un thème particulier puisqu'il s'agit de la co-construction du bien commun. Finalement, prenons de la hauteur après avoir été sur l'ensemble des sujets pour pouvoir nous poser cette question. Alors pourquoi co-construire le bien commun et pourquoi cette question-là? Parce que finalement, nous avons durant un an évoqué ensemble le développement du projet de chacun, même si ce chacun est chaque territoire, chaque acteur qui peut avoir un projet d'innovation sur le territoire et d'impliquer finalement l'ensemble de son territoire, eh bien, il faut passer de cette dynamique du je, fut-il collectif, à la dynamique du nous, de l'ensemble de l'écosystème, finalement, à la capacité de tous à pouvoir articuler finalement cette dimension. Dans le livre La chimie du bien commun, qui a été publié l'année dernière, on rappelle finalement que ces ingrédients un peu magiques pour faire alchimie sont à la fois des personnes engagées, des territoires de confiance et bien évidemment des projets transformateurs. Mais quelque part, finalement, la question est de pouvoir se dire, mais chacun de ces projets, chacune de ces personnes, chacun de ces territoires, finalement, comment ils s'intègrent dans une dynamique collective? C'est bien cette question de la co-construction du bien commun. Alors, ce cycle, enfin ce 12e webinaire arrive en plus dans un temps un peu particulier puisqu'il est la conclusion d'un cycle que nous avons engagé au sein du Rameau à partir du 26 septembre de cette année. Pourquoi? Parce que c'était le haut lendemain de la déclaration du président de la République à l'ONU qui s'engageait en notre nom à tous sur la feuille de route des objectifs du développement durable. Et depuis, nous avons finalement publié un ensemble d'outils sur lesquels nous reviendrons en fin de ce webinaire pour pouvoir finalement passer de la compréhension de nos enjeux collectifs, incarnés par les objectifs de développement durable, jusqu'à comment concrètement agir au plus près du terrain, au plus près des besoins. Eh bien, ce webinaire est donc à la fois la conclusion de notre cycle mensuel de la plateforme d'innovation territoriale en action et à la fois de ce cycle de réflexion sur comment les objectifs du développement durable et l'innovation sociétale peuvent être en direct des territoires, c'est-à-dire de se nourrir de la dynamique des territoires pour être au plus près des besoins et du terrain. Pour structurer finalement ce webinaire, nous sommes partis sur le lien justement entre
cet ODD 17, celui des alliances, et la question de la co-construction du bien commun. Toute dynamique collective, finalement, est incarnée par trois arts complémentaires qu'il convient de pouvoir articuler. Celui finalement de la vision, celui d'être capable d'articuler vision et gestion, c'est l'art du politique. Finalement, comment est-ce on peut mobiliser les énergies et arbitrer des ressources pour pouvoir faire action en commun. Le deuxième art est celui bien connu de l'exécution, c'est-à-dire comment obtenir finalement les résultats attendus en optimisant les ressources. C'est celui qui fait le lien en fait entre la gestion et l'action concrète de terrain. Et puis, souvenez-vous, pour ceux qui ont participé au webinaire stratégie, nous avions insisté en mars dernier sur l'art de la stratégie, c'est-à-dire l'art de se projeter, l'art de se donner un cap, et là, finalement, de prendre de la hauteur pour savoir comment, finalement, pouvoir agir. Eh bien, l'ODD 17, l'objectif de développement durable 17, c'est un levier de transformation systémique qui active, justement, ces trois principes actifs de l'intérêt général, et nous allons les passer successivement, c'est bien l'ordre du jour de notre webinaire. Nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par finalement la vision. On nous a expliqué en quoi finalement cet objectif commun de faire alliance est une véritable nouvelle philosophie politique. Nous irons après vers l'action finalement en expliquant comment cette co-construction du bien commun c'est une réalité extrêmement incarnée sur les territoires, et puis nous finirons sur les questions de gestion et plus particulièrement sur la diversité des outils pour co-construire territorialement parlant et internationalement parlant cet objectif commun. Et puis, petit élément technique, bien évidemment, nous repartageons ensemble ce que vous pouvez trouver sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Et puis, nous reviendrons aussi sur l'étude que nous avons lancée pour pouvoir vous écouter sur le bien fondé de cette plateforme et les évolutions à engager. Mais commençons déjà par cette question de la vision politique. Alors, qu'en est-il de l'objectif de l'ODD 17 ? Comme vous le savez, les objectifs de développement durable ont été signés en 2015 et fait un peu particulier, il y a 16 domaines qui sont traités, qui donnent une vision systémique des actions à engager avec des obligations et des objectifs très concrets sur ces 16 domaines d'action. Et puis, il y a un petit 17e qui est celui finalement qui se structure autour de 5 angles complémentaires. Les finances, les technologies, le renforcement des capacités, le commerce et les questions structurelles, dont notamment les alliances multi-acteurs. Alors on peut se demander pourquoi un objectif de moyens, finalement, figure dans les objectifs de résultats des objectifs du développement durable, dont, je le rappelle, nous avons une ambition à 2030 d'avoir réalisé une action systémique pour répondre à nos enjeux collectifs. Eh bien, on peut avoir deux grilles de lecture sur cette ODD 17. Comme le disait très justement Bettina Léville, qui a vécu finalement ce moment des ODD en 2015, dans les faits, l'objectif, le 17e objectif, ça a été la concession obtenue par tous les pays du Sud pour accepter les objectifs de développement durable. Pourquoi ? Parce que finalement, les objectifs, les pays du Nord s'étaient entendus sur une vision systémique et de pouvoir articuler l'ensemble des grands domaines d'action à faire. Mais les pays du Sud ont dit, mais attendez, dans la contractualisation précédente, dans les objectifs du millénaire, c'était pour répondre aux plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire à nous. Et finalement, vous êtes en train d'en faire un objectif commun, mais comment est-ce qu'on prend en compte, finalement, les plus fragiles d'entre nous, que sont les pays du Sud les moins développés. Et c'est comme ça qu'est né l'objectif 17, le DD 17, et on peut se dire finalement, est-ce que l'objectif 17, c'est simplement un fourre-tout institutionnel pour répondre aux besoins des pays les plus fragiles, ou est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas là, derrière cela, peut-être de façon d'ailleurs plus induite que voulue, une nouvelle intuition d'une philosophie politique qui dirige finalement notre façon non seulement de vivre ensemble, mais peut-être aussi de faire société. C'est ce que nous allons démontrer dans cette première étape. D'abord, pour revenir en France,
de rappeler finalement que ce mouvement de co-construction, il est ancré dans les territoires, puisque que l'on regarde la pratique des organisations, aujourd'hui, une association employée sur deux et une entreprise sur trois, quelle que soit sa taille, est déjà dans cette dynamique de co-construction entre acteurs riches de leurs différences. Mais plus encore, quand on regarde de côté de l'institution territoriale, des maires, finalement, 76% d'entre eux nous disent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction. Donc on voit bien que ce mouvement est en émergence, puisque si on se rappelle ce que les mêmes maires nous disaient en 2010, grosso modo, c'était un sujet peut-être un peu prospectif, mais pas d'actualité. On voit bien en quelques années, en 7 ans, la marche qui a été franchie finalement entre peut-être qu'un jour il faudra se poser la question, ah oui, notre territoire est entré dans cette dynamique, mais on ne sait pas comment le piloter. On ne sait pas encore ce que cela signifie concrètement, et dans ce cadre-là, ça nécessite bien évidemment d'être approfondi. Alors, la question d'après, c'est finalement, quelle est cette caractéristique, cette dynamique stratégique des co-constructions dont on parle? Eh bien, il ne faut pas se tromper dans les mots. En fait, la question dynamique d'alliance, elle dépasse la dynamique partenariale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe d'un contrat échange, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, et finalement, comment on est dans une relation équilibrée entre nous, à finalement, quel est notre objectif commun, et comment nous passons du face à face au côte à côte pour pouvoir agir ensemble sur notre objectif commun, et en l'occurrence, sur des défis collectifs qui nous concernent tous, à des défis bien communs. Et dans ce cadre-là, on va passer finalement d'une simple regard de comment est-ce que l'équilibre contractuel entre les parties prenantes est respecté à finalement comment cela répond à un triple besoin des deux partenaires, mais aussi bien évidemment de l'écosystème dans lequel ils s'intègrent. Eh bien, dans cette logique de co-construction, qu'on va pouvoir changer de regard et de posture, parce que effectivement, nous dépassons simplement la question du je pour aller vers la question du nous, comment nous construisons ensemble la réponse. Et cette démarche, cette dynamique, elle est extrêmement récente en France. Finalement, on peut dater l'émergence de la co-construction à une vingtaine d'années de cheminement collectif, puisqu'elle est triplement marquée en 2001 par un changement de constitution, en introduisant le droit d'expérimentation dans la co-construction, dans la constitution, qui autorise finalement la collectivité territoriale à être un acteur d'intérêt général aux côtés de l'État. Ça a été la charte d'engagement réciproque entre l'État et les associations, où le Premier ministre de l'époque a rappelé que finalement l'État partageait avec le secteur associatif d'intérêt général la question de l'intérêt général, et puis ça a été l'introduction à travers la nouvelle régulation économique d'une soft law pour pouvoir, au-delà de la hard law, c'est-à-dire de la loi dure, mettre en valeur et inciter à agir au-delà de la loi et de la règle. Et c'est bien ces trois dynamiques-là, à la fois institutionnelles, du secteur associatif et du secteur économique, qui vont finalement cheminer jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir finalement construire ensemble des solutions qu'aucun des acteurs ne peut faire seul. Et si on regarde le schéma de droite, finalement, on va se poser la question, finalement, mais quel est l'intérêt de la co-construction? Puisque la co-construction, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une méthode. D'où d'ailleurs la question de s'étonner que l'ODD 17, qui est un objectif de moyen, ne soit considéré comme un objectif à part entière. Eh bien oui, parce que quand on en regarde les fruits, on comprend tout d'un coup qu'effectivement, l'intérêt n'est pas de regarder seulement la racine, mais surtout les fruits qui vont être derrière. Que ce soit en termes d'innovation sociétale, que ce soit en termes d'équilibre d'écosystème territorial, que ce soit en termes d'articulation entre l'engagement et la performance des organisations, ou que ce soit en termes d'hybridation des modèles socio-économiques, ce sont bien ces démarches de co-construction qui vont permettre d'aboutir dans un cheminement apprenant à pouvoir avoir des solutions crédibles. Ce que nous ne pouvons pas faire, aucun des acteurs, fût-il institutionnel seul, eh bien, nous pouvons le porter collectivement. C'est ce que Béatrice de Durfort, l'ancienne déléguée générale du Centre français des fonds et fondations, appelait la valise sans poignée, trop lourde pour être portée seule, et surtout
s'empoigner pour que personne ne puisse partir avec. Eh bien, ce cheminement de transformation depuis deux décennies, qui s'est progressivement infusé dans notre mode d'action de l'ensemble des acteurs, eh bien, aujourd'hui, prend corps. Et ce corps, le fondement de ce corps, et peut-être la réalité de ce corps, provient avant tout du fait que chacun des acteurs est en fragilité. Les institutions ne peuvent pas faire autrement que de co-construire les politiques publiques. Toute personne qui se poserait encore cette question de la nécessité de la co-construction des politiques publiques n'aura qu'à venir actuellement sur Paris et à comprendre à quel point cet aspect est plus simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Le deuxième, tout aussi puissant auprès des acteurs économiques, est la responsabilité sociétale effective des organisations. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un beau reporting en papier glacé pour dire qu'on est très vertueux. Il s'agit dans la pratique, dans l'action, de pouvoir avoir un mode finalement de production des biens et services qui permet d'être réellement frugal et durable. Concernant les structures d'intérêt général, il est évident que l'hybridation de leur modèle socio-économique, poussée par une raréfaction des ressources d'une part, et d'autre part, par une amplification des besoins sociétaux auxquels nous devons collectivement contribuer, eh bien, nécessite bien évidemment, là encore, de sortir du jeu de nos seuls projets vers un nous collectif, comment co-construire ensemble cette réponse. Et puis le petit dernier à avoir été un peu bousculé, et peut-être petit dernier à vouloir rentrer dans cette dynamique de co-construction, c'est aussi l'acteur académique. Mais tout le monde, bien évidemment, comprendra que la transformation de l'acquisition des savoirs, finalement le passage de la connaissance par les pairs PERES vers les pairs PAIRS, fait en sorte que tout acteur académique à peu près câblé sur le monde actuel comprend bien qu'il faut sortir de l'ancienne dictature finalement d'Auguste Comte par rapport à Bergson, c'est-à-dire la théorie qui est plus importante que la pratique, pour articuler théorie et pratique et aller bien évidemment vers une dynamique où la réalité finalement de terrain se confronte bien évidemment à la théorie parce qu'elle a elle aussi besoin de se structurer. Donc cet engagement en partenariat qui s'accentue est éminemment lié à la transformation simultanée de chacun des modèles. Et cela, c'est un moteur puissant, y compris d'autant plus puissant que cette confrontation, finalement, de l'ensemble de modèles qui deviennent fragiles à un moment donné, se perpétue très rarement dans l'histoire. En fait, grosso modo, on voit bien que tous les 500 ans, dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des acteurs sont obligés de perdre leur arrogance qui très souvent, au cours des siècles, fait en sorte que l'un ou l'autre essaye de donner sa prédominance pour pouvoir se dire, mais aucun d'entre nous ne peut faire face à la transformation systémique auquel nous sommes confrontés. La dernière grande transformation systémique, c'était au moment de la Renaissance, et on voit bien que chacun, devant ces transformations systémiques, ne peut avoir que l'humilité de devoir construire ensemble le long terme, parce que sinon, on ne peut pas simplement gérer une transformation systémique avec un plan d'action à court terme. Alors, finalement, pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'humanité, à ces moments un peu cruciaux, les Grecs, au moment où finalement ils inventent la philosophie en moins 500, en l'an 1000, en l'an 0, quand les Romains finalement vont faire un empire romain fondé sur deux piliers que sont le droit et les transports, au moment de son effondrement, 500 ans après, où la France va prendre une certaine forme de leadership en créant ce concept d'intérêt général qui, à l'époque, ne s'appelle pas intérêt général, mais est fondé sur cette capacité de faire alliance entre acteurs différents, et d'ailleurs entre territoires différents. Lorsque l'on retrouvera dans l'an 1000 les crises de confiance de l'an 1000 qui amèneront près de 200 ans après à la question finalement de l'émergence de ce bien commun, que l'on reprenne finalement au moment de la Renaissance, à chacun de ces grands moments de notre histoire collective,
finalement, l'impact de ces nouvelles alliances s'est fait ressentir. Et quels sont-ils? Eh bien, en fait, ils sont de trois natures. Le premier, et peut-être celui auquel on pense le plus, c'est que c'est par la confrontation de la différence, c'est par la diversité que naît l'innovation. On le sait tous, ce n'est pas dans un univers stérile et uniquement constitué de la même catégorie d'acteurs que l'on peut innover, c'est bien à la confrontation de la différence, et c'est d'ailleurs ce qui fonde la notion d'intérêt général, encore une fois avec des sémantiques différentes, quand en 496, l'ensemble des territoires de Gaule décident d'aller chercher finalement quelqu'un en dehors de leur territoire, un barbare, pour lui demander d'articuler cette logique-là. Pourquoi? Pour pouvoir innover ensemble et dépasser les différences. Donc, ce caractère d'innovation est très ancien. Deuxième élément, la performance des organisations. Oui, parce que, là encore, lorsque l'on est en fragilité, on a besoin des autres. Et finalement, que ce soit à titre individuel ou collectif, on le sait bien, le seul moment où on va vraiment avoir besoin des autres, c'est quand on est fragile. Donc, quand on a l'arrogance de la force, en croyant qu'on peut faire tout seul, ben finalement, on n'a pas besoin des autres. On va croire qu'on peut faire sans alliance. Mais dès qu'on va être confronté à ses propres contradictions, à son propre plafond de verre, c'est alors que tout d'un coup, on va découvrir que sans les autres, nous ne pouvons pas être performants. Et donc la réalité n'est pas un objectif de performance individuelle et autocentrée, mais bien de pertinence. Quel est mon positionnement dans un écosystème auquel je peux contribuer? Et puis, le dernier angle, peut-être le plus important et le plus structurant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est celui de la confiance. Qu'elle soit individuelle, parce qu'elle permet de s'engager, parce que si jamais je vois qu'effectivement il y a un mouvement qui dépasse les contradictions, les idées, qui dépasse les différences pour pouvoir agir ensemble, eh bien oui, ça va me donner de l'énergie pour m'engager. Et puis, collective, et c'est là où on voit bien le rôle structurant des territoires, puisque finalement nos territoires jouent le rôle de laboratoire de recherche et d'expérimentation, puisque comme nous ne pouvons pas savoir où nous allons, il faut bien le réinventer en proximité. Nous ne pouvons pas inventer hors sol des solutions. Il faut bien qu'elles soient ancrées quelque part, et c'est là où la confiance territoriale naît de la capacité d'alliance. Et on pourrait dire, mais ça c'est finalement le travail d'un laboratoire de recherche qui a travaillé pendant 14 ans, qui a expérimenté avec 500 organisations, qui a fait l'observatoire des partenariats, mais finalement, est-ce que tout ça est bien partagé? Eh bien, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que oui, puisque si vous regardez la dernière étude Impact Citoyen, où nous avons questionné les Français, ils plébiscitent à 81% d'entre eux les nouvelles alliances, parce que, justement, elle est force de confiance, d'innovation et de performance. Et donc, cette nécessité doit trouver aujourd'hui une réponse concrète. Et c'est là où on s'aperçoit que nous n'avons pas été formés. Nous n'avons culturellement pas été dans cette logique de faire alliance. Et donc, il va tout simplement falloir, tel un bébé qui naîtrait, qui doit découvrir la vraie vie du monde, redécouvrir comment apprendre à faire alliance. Et finalement, cette philosophie politique, cette nouvelle philosophie politique, eh bien, n'est-elle autre que de recréer le lien commun. Pas seulement le bien commun, pas seulement ce qui va permettre à chacun de pouvoir contribuer utilement au bien de tous, mais aussi le lien commun, c'est-à-dire retrouver ce qui nous unit malgré nos différences. Et finalement, cette philosophie politique, elle a deux piliers essentiels. Celui de nous aider à réussir la triple articulation nécessaire au défi collectif. Nous sommes dans un Rubik's Cube, tout domaine, tout acteur, tout territoire. Cette vision systémique qui est très incarnée par les objectifs de développement durable, quelque part, nous ne pourrons y faire face qu'en créant du lien commun. Et ce lien commun nous invite à un nouvel équilibre entre le je et le nous.
Que l'on soit un individu, que l'on soit une organisation, que l'on soit finalement un écosystème territorial, national, quelle que soit cette taille ou géométrie de l'écosystème, pour répondre à l'écosystème planétaire, il est absolument aujourd'hui indispensable de recentrer vers le nous. Et finalement, cet équilibre entre le je et le nous, c'est-à-dire comment je m'épanouis, comment est-ce que je peux améliorer ma propre performance tout en contribuant au bien commun, c'est finalement la nouvelle équation politique qui est à inventer face à ce devoir d'alliance. Et encore une fois, ce devoir d'alliance nous amène au lien commun. Alors pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui? Eh bien, c'est possible parce que vous savez comme moi que lorsqu'il y a un changement systémique, lorsque l'enjeu est tel qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir marcher, faire la marche finalement, franchir la marche suffisante, eh bien, on est paralysé. On se cristallise et finalement, on ne bouge plus. Eh bien, les deux conditions pour pouvoir bouger sont réunies aujourd'hui puisque, d'abord, tous les acteurs, toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, se remettent en question. La fin des arrogances. Mais aussi, et peut-être surtout parce que c'est ce qu'attendent les Français qui réclament ce devoir d'alliance. Nous l'avions dit dans le cadre de l'Observatoire des partenariats, nous interrogeons les Français depuis 2008, en 2012, en 2015, où ils ont commencé à dire ça les agaçait un peu quand même, hein, que nous ne répondions pas, et plus encore cette année, en 2019, la nécessité de faire alliance est bien ancrée dans notre volonté commune. À partir du moment où les organisations ont intérêt à bouger, et où la volonté populaire est là, alors nous pouvons lever l'inertie, nous pouvons rendre possible ce qui était impossible. Et je voudrais illustrer ça par un exemple concret, parce que vous savez comme moi que les grands discours ne suffisent pas, et d'ailleurs c'est ce que nous disent les Français, hein. La loi et la norme ça suffit, hein. La planche à loi assure la démocratie, le même effet qu'a eu la planche à billets sur l'économie, et puis vos grands discours c'est gentil, mais dans le concret. Eh bien, dans le concret, j'aime toujours citer cet exemple magique. Lorsqu'il y a 60 ans, des parents qui voient mourir leurs enfants décident qu'ils ne pourront rien faire pour l'enfant, mais ils peuvent faire pour que d'autres parents ne vivent pas ce drame et que pour que d'autres enfants vivent demain. Lorsque la FM Téléthon se crée, il y a 60 ans, le fait de dire qu'on va guérir des maladies neuromusculaires les plus complexes des maladies rares est une utopie. C'est impossible. Personne ne peut y croire. 60 ans après, le premier bébé a été guéri, ce qui a été annoncé la semaine dernière au Téléthon. Oui, l'impossible est possible si nous faisons alliance, et c'est bien cela, le lien commun, puisque comment la FM a fait? Eh bien, la mobilisation des parents et des enfants, la mobilisation ensuite du personnel médical pour comprendre les spécificités de cette maladie. Puis, lorsque le Téléthon arrive il y a une trentaine d'années en France, la mobilisation de 5 millions de Français qui répondent à cette demande de pouvoir faire de ce rêve une réalité. Puis les chercheurs, puis le monde académique, puis le monde économique, puis le monde institutionnel s'est mobilisé pour pouvoir y répondre. C'est tous ensemble que nous avons pu sauver ce bébé qui, effectivement, ne sera pas condamné à disparaître avant l'âge de 18 ans. Tous ceux qui nous disent que la co-construction du bien commun est un mythe, un leurre ou une utopie, feraient bien de relire très attentivement l'histoire de l'AFM Téléthon, ou comment est-ce qu'on change la vie grâce à des crêpes et des ballons. Eh bien, ce lien commun, il est aujourd'hui réalité sur les territoires. Et pour cela, eh bien, il faut que nous allions voir sur les territoires ce qui s'y passe. Il faut que nous comprenions comment cette philosophie politique, elle n'est pas née dans la tête de quelques-uns qui auraient pensé un jour à révolutionner le monde. On est bien dans la capacité d'action collective. Cette capacité d'action collective,
finalement, cette capacité à piloter la dimension systémique du changement, nous l'avons cette année modélisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes en capacité aujourd'hui, et pas que nous, grâce à l'ensemble des travaux que nous avons assemblés, des acteurs de territoire, les acteurs académiques, institutionnels, des entreprises, des associations, des personnes qui finalement ont travaillé avec nous depuis 14 ans, nous sommes aujourd'hui collectivement capables d'aller de ces enjeux partagés, des objectifs du développement durable, jusqu'à la contribution individuelle des personnes, des organisations et des écosystèmes territoriaux. Nous sommes aujourd'hui capables de montrer le lien commun, le continuum qui va de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, pour que, effectivement, un dialogue soit possible. Et cette dimension-là est, là encore, une nouvelle étape, finalement, structurante, puisque aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de comprendre les enjeux. Cette dimension et cette modélisation nous permet de passer à l'action. Et les deux leviers pour pouvoir passer à l'action, qui ne sont simplement que deux leviers que l'on constate, puisqu'ils ont démarré, comme je le disais tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années, sont à la fois l'analyse et la compréhension d'un processus d'innovation sociétale. Si je reprends mon exemple de la FM Téléthon, rien n'aurait été possible si ce n'était pas l'ensemble de l'écosystème qui s'était mobilisé. Et encore, avec le laboratoire Ecosclesie, nous sommes le leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires, mais il reste encore la dernière étape, c'est-à-dire l'industrialisation pour pouvoir passer d'un bébé à finalement une multitude d'enfants qui sera sauvé grâce à cela. Mais si jusqu'à présent on a pu y aller, c'est grâce à une capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et à l'autre bout de la chaîne, tout aussi importante, tout aussi essentielle, la co-construction territoriale. Comment est-ce qu'en proximité, on est capable de s'écouter, de voir ensemble quels sont finalement les besoins prioritaires d'un territoire, les richesses de ce territoire, les acteurs de ce territoire, les actions déjà engagées, pour pouvoir partir non pas de solutions, mais du premier kilomètre des besoins. Et c'est pour ça qu'a émergé depuis une dizaine d'années, après finalement l'ingénierie de gestion qui a profondément été transformée dans les territoires après-guerre avec l'État-providence, puis il y a 30 ans avec l'ingénierie des projets territoriaux pour pouvoir finalement sur tel ou tel sujet pouvoir finalement agir ensemble, a émergé une troisième ingénierie qui est celle finalement du lien commun, de cette catalyse. Comment est-ce que je suis inclusif? Comment je vais chercher l'ensemble des acteurs? Je ne me limite pas seulement à ceux qui sont matures, ceux qui sont capables de monter dans le bateau, ceux qui sont déjà là, mais je vais chercher ceux qui sont les plus loin. Comment on fait en sorte de ne pas seulement être dans une co-gestion entre acteurs qui pensent la même chose, mais une co-construction avec tous? Parce que nous avons besoin de tous. Et parce que souvent, ceux qui sont sur le bord de la route sont ceux qui, justement, ont le plus besoin de cette action collective transformatrice. Et donc, bien évidemment, qu'il ne peut pas opposer cette capacité d'innovation sociétale et de transformation avec notre capacité d'être en proximité sur les territoires pour agir sur ce lien commun. Et ce lien commun, c'est bien l'articulation entre ces deux dynamiques. C'est sur ces deux leviers d'action qui peuvent nous permettre finalement de développer notre apprendre à faire alliance, puisque ce sont là les deux fondements qui vont nous permettre de le faire. Et ça nous amène tout naturellement à la question de la conduite du changement. Vous savez comme moi que même si nous sommes convaincus, eh bien, passer à l'action reste difficile. Les 7 forces du changement, pour ceux qui sont intéressés sur la plateforme d'innovation territoriale en action, vous retrouverez un e-learning sur le sujet, sont bien connus. La nécessité du changement, ça je pense que quelque part, on est tous convaincus. Une vision partagée, elle reste à construire. Des exemples inspirants, mais il y en a plein. Regardez sur la base de données Impact Pratique Innovant de l'Observatoire des partenariats. Il y a plus de 200 expériences qui montrent à quel point on est déjà dans cette ligne. Et puis après, les aspects beaucoup plus structurels. Comment est-ce qu'on mobilise collectivement au-delà de la mobilisation individuelle? Comment est-ce qu'on crée les infrastructures nécessaires? Et puis, sixième levier, souvent celui qui pose défaut aujourd'hui, c'est quel est le modèle socio-économique sur lequel cela repose. Alors,
On parle beaucoup d'hybridation des modèles socio-économiques, comme si c'était à chaque acteur de réinventer l'hybridation avec tous les leviers et pouvoir faire un petit melting pot et j'ai le droit à tout, les leviers d'intérêt général, les leviers économiques, les leviers publics, et je brasse tout ça, si ce n'est la génération qui, comme moi, a connu Casimir et Bougie-Boulga. On sait tous que créer des léviathans n'a aucun sens. Aucun sens commun. Bien sûr qu'il ne faut pas essayer de trouver le modèle le plus performant et que les uns ou les autres se réclament du modèle qui serait le modèle de demain. Mais bien au contraire, nous devons articuler l'ensemble de ces modèles. Aller chercher dans les structures d'intérêt général ce qui va de meilleur, dans l'acteur public ce qui va de meilleur, et dans l'acteur économique, dans toute sa diversité, ce qui a de meilleur. Pour les assembler ensemble, c'est ça faire l'écosystème. Ce n'est pas la prédominance de l'un par rapport aux autres. C'est bien le respect, l'altérité profonde de chacun vis-à-vis du collectif. Et oui, aujourd'hui, il est absolument nécessaire de retrouver le chemin de la compréhension de chacun de ces modèles. Une entreprise est une entreprise. Un acteur public est un acteur public et une association d'intérêt général, une fondation, un acteur, une structure d'intérêt général. Ne confondons pas tout. N'essayons pas de créer des léviathans qui seraient un mythe de tout ça et qui seraient demain les éléments puissants qui sauveraient le monde. Vous savez, le chemin du médicament nous apprend des choses passionnantes. Quand vous avez un principe actif dans votre éprouvette, avant de pouvoir le diffuser partout, il faut vérifier son efficacité thérapeutique. Il faut vérifier sa capacité à changer l'échelle. Parce qu'on sait tous qu'un zodiaque peut tout faire. Mais est-ce qu'un zodiaque peut permettre de transformer l'ensemble du monde? Pas sûr. Si la FM Téléthon s'était contentée de rester dans les paillasses des chercheurs, eh bien, les traitements ne pourraient pas être diffusés. Mais troisième chose, l'innocuité. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'injecter, à force de vouloir faire du tout avec le tout, d'injecter des modèles qui seraient soi-disant des modèles super puissants et qui seraient en fait des modèles qui détruisent l'ensemble des choses parce qu'elles vont uniformiser? Est-ce que la dynamique finalement collective, est-ce que quand on regarde la nature ne nous a pas appris que quand on est dans une uniformité, nous sommes dans la steppe et il ne se produit rien dans la steppe. C'est bien dans les sous-bois, là où il y a des grands arbres, là où il y a de l'humus, là où il y a des champignons, là où il y a des fleurs, où finalement cette diversité va être productive et va permettre de répondre aux besoins de chacun. Alors plutôt que de chercher la solution unique, eh bien peut-être que c'est dans la réflexion sur l'articulation entre les modèles socio-économiques et comment est-ce que dans cette articulation entre des modèles socio-économiques radicalement différents, on peut trouver des solutions. Pour tous ceux qui s'intéressent à cela, le référentiel sur les nouveaux modèles socio-économiques d'intérêt général qui avait été lancé le 6 septembre dernier à Convergence en présence du secrétaire d'État Gabriel Attal est un élément de réponse. Comment inventons-nous les modèles socio-économiques de demain? Et j'insiste, pour ceux qui auraient encore une contradiction avec cette question de économie, l'économie n'est pas la financiarisation. L'économie est l'équilibre de la maison au sens propre du terme. Il n'est pas pensable, il n'est pas possible, surtout à un moment donné de raréfaction de ressources, de ne pas se poser collectivement la question de notre modèle économique commun. Et cette question-là n'est pas une question d'économiste, c'est une question politique. Et nous retrouvons là la question du lien commun. Et voilà pourquoi, finalement, une fois qu'on a traité ces 6 questions, eh bien, on peut arriver à cette dynamique collective qui va permettre d'animer ce changement. Et pour passer concrètement à cette action, cette réinvention, finalement, de ces modèles socio-économiques est sans doute au cœur des leviers de changement. Pour ceux qui seront intéressés, nous publions dans quelques heures la newsletter du Rameau sur les outils pour co-construire le bien commun. Et nous rappelons dans ce sujet-là que nous passons beaucoup de temps à nous poser des questions de gouvernance et pas assez à nous poser des questions du principe de réalité. S'il n'y a pas d'énergie à mettre dans le moteur d'une organisation, si on n'a pas d'abord pensé à ses richesses humaines,
à ses capacités de lever les ressources dont elle a besoin, aux alliances qu'elle peut créer pour pouvoir être en interaction avec son écosystème, si nous ne retravaillons pas collectivement sur cette question-là, alors non, nous ne pourrons pas créer le lien commun. Et pour cela, eh bien, il va falloir changer de regard. Et là encore, je m'appuie sur ce que nous disent les Français lorsque dans un pacte citoyen, ils nous disent non, ce n'est pas la loi en premier, et pourtant, ce qu'on utilise en premier, tant au niveau national que territorial, c'est la loi. Non, ce n'est pas non plus les grands discours et la vision, même si elle est importante, mais c'est avant tout l'action collective transformatrice. Et pour que cette action, finalement, soit reconnue, il va falloir que, collectivement, là encore, nous apprenions à la valoriser. La valoriser, c'est tout simple, hein, c'est 4 piliers. Comment on la capitalise? Parce que oui, on ne peut pas faire de la R&D sociétale sans avoir un carnet de recherche qui nous permet de savoir après par quel chemin on est passé. Comment on l'évalue? Parce que oui, cette question d'évaluation est au cœur de la capacité à agir ensemble. Et d'ailleurs, le référentiel sur l'évaluation partenariale que nous venons de publier en est un exemple et souligne cette importance de l'évaluation qui ne doit pas se tromper de débat. Ce n'est pas un audit, c'est bien de regarder finalement le chemin parcouru. Oui, bien sûr, troisième pilier, comment on modélise économiquement parlant pour être capable de porter cette dynamique-là. Et vous savez comme moi que la frugalité de cette capacité-là va devenir un enjeu majeur pour tous. Et puis, là, votre list, comme diraient nos amis anglais, la capacité à faire valoir. Et c'est là où, finalement, dans cette dimension de faire valoir qui dépasse de loin le seul savoir-faire ou faire savoir, c'est vraiment une capacité à rendre compte de la dimension transformatrice du sujet. Et c'est là où les outils numériques peuvent être des alliés puissants. Et je vous invite à lire la note prospective qui a été publiée le mois dernier sur ce sujet-là, parce que oui, nous avons, pour valoriser l'action de terrain, cette nécessité finalement de nous réapproprier ce sujet numérique dans le bon sens. Alors, une fois que finalement cette philosophie politique est posée, une fois que la stratégie, le cap 2030 finalement peut être traduit très concrètement en action, en sachant ce qu'il faut faire pour y aboutir, encore faut-il rentrer dans des questions de gestion. Quels sont les outils dont je vais pouvoir disposer pour pouvoir finalement agir dans cette dynamique? Et ces outils, finalement, les moyens pour passer à l'action, ils sont de 3 natures. D'abord, finalement, de disposer des outils adaptés. On va y revenir. Le deuxième point, c'est on ne peut pas co-construire sans des lieux de dialogue et de co-construction. Et puis, le troisième point, celui qui nous est le plus cher aujourd'hui au Rameau, c'est de dire, mais on peut avoir tous les outils du monde, on peut avoir tous les lieux de dialogue du monde, on peut même avoir tous les moyens financiers du monde. Si on n'a pas les compétences pour faire alliance, eh bien, nous n'avons rien. Et donc, ces 3 moyens collectifs sont complètement indispensables pour passer à l'action. Et très modestement, je voudrais qu'on passe en revue maintenant ce que, depuis 14 ans, le Rameau a donné, a construit pour pouvoir être une brique, une des nombreuses briques. Nous n'avons pas la prétention, dans les pages suivantes, d'avoir décrit toutes les briques, mais en tous les cas, de donner une forme de vision systémique des briques dont nous avons besoin. Passons-les en revue. La diversité des outils, eh bien évidemment, il faut être en capacité de partager la connaissance et l'ensemble des publications qui permettent de comprendre finalement comment on va des enjeux à la pratique très concrètement, en illustrant par des cas concrets essentiels. Il s'agit absolument pas de simplifier une réalité complexe. Il s'agit d'apprendre à la piloter. Ne faisons pas croire à nos concitoyens que la transformation soit simple, ils le savent que c'est compliqué. En revanche, ce qu'ils attendent de nous, en tous les cas de ceux qui sont à des fonctions qui peuvent agir sur ce sujet-là, que ce soit au sein de l'action publique, que ce soit au sein des organisations associatives ou entreprises, ou telles que nous, chercheurs, au sein de cette capacité à partager un savoir, eh bien, il faut donner la pédagogie de cette vision systémique. Le deuxième, c'est bien évidemment d'outiller les organisations des territoires, et je ne m'attarderai pas, puisque finalement des plateformes numériques comme la plateforme d'innovation territoriale en action
est un des moyens de pouvoir agir. Mais si on veut connaître, par exemple, les projets d'innovation sur un territoire, la plateforme Carrefour des innovations sociales est un très bel outil. Si on veut connaître comment se faire accompagner sur les territoires, le hub OSS de la Caisse des dépôts est un très bel outil. Il en existe de nombreuses plateformes qui permettent d'avoir une vision systémique de ce qui peut être mis à disposition des organisations des territoires selon les objets et selon les objectifs que l'on a. Et puis la troisième logique, bien évidemment, c'est d'accompagner la montée en compétences. Et là, j'insiste lourdement, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir réellement avoir une diversité qui correspond au niveau de maturité de chacun. Nous ne pouvons pas prétendre avoir une boîte à outils qui répond à tous. Les besoins du pionnier, les besoins de l'actif qui est déjà dans l'action et qui est confronté à un plafond de verre, les besoins de celui qui fait ses premiers pas, et plus encore, les besoins de celui qui est encore sur le quai et qui ne demande qu'à monter dans le TGV. Malheureusement, toute situation actuelle serait pour moi fortuite. Eh bien, il faut lui donner des moyens de monter en compétences adaptés à ses besoins. C'est à nous qui apportons ces outils de nous adapter et non pas aux acteurs à s'adapter finalement à des outils standardisés qui viendraient prétendre avoir une certaine forme d'universalité. Cette universalité n'existe pas et il faut bien évidemment réfléchir collectivement à cette diversité des outils pour monter en compétences. Après les outils, les lieux. Et les lieux de co-construction sont triples. Bien évidemment, on peut penser aux lieux physiques et finalement l'émergence des tiers-lieux est une excellente nouvelle. On donne là l'exemple de Paris-Espoir-des-Bois où il y a une diversité de tiers-lieux complémentaires sur un territoire qui représente 13 communes et finalement l'intelligence c'est de se dire mais chacun a une complémentarité avec l'autre. Ce n'est pas une concurrence entre les 13 communes qui diraient mais moi j'ai mon tiers-lieu. C'est bien finalement un lien commun où chaque tiers-lieu va avoir ses spécificités et chacun à l'origine des 13 territoires peut venir finalement aller se nourrir dans l'un et l'autre, celui qui correspond le mieux à ses besoins. Et là, on voit très bien que les frontières des territoires sont en train aujourd'hui d'exploser dans le bon sens du terme pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Il est sans doute pas très utile de réinventer juste à côté ce qui existe juste à côté simplement parce qu'une barrière administrative dirait qu'on est d'une ville ou d'une autre, qu'on est d'un département ou d'un autre, ou d'une région ou d'un autre, voire même d'un pays ou d'un autre. Et donc cette émergence de tiers-lieux physiques est bien évidemment un enjeu majeur. Les lieux numériques, bien évidemment, l'ensemble des outils qui permettent d'être au plus près des besoins des territoires et des acteurs, et puis, là encore, les lieux symboliques. Que ce soit l'Observatoire des partenariats qui est cité ici comme exemple, parce que finalement, il n'appartient à tous. Il appartient bien évidemment à ses deux cofondateurs, la Caisse des dépôts et le Rameau, mais tout autant à ses partenaires historiques, MEDEF et Mouvement associatif, mais aujourd'hui aux 13 membres de comité de pilotage. Le réseau des pionniers des alliances en territoire appartient aux 350 catalyseurs, la fondation des territoires appartient à l'ensemble des acteurs qui veut s'en saisir. Et bien évidemment, ces lieux de co-construction n'appartiennent à personne puisqu'ils appartiennent à tous. Et cette dimension finalement de co-construire, elle commence peut-être déjà dans cette dimension symbolique avant de devoir l'incarner territorialement, puis enfin de pouvoir avoir des lieux numériques qui permettent de porter. Et vous aurez vu que, un peu, j'allais dire symboliquement, nous avons mis le numérique entre le lieu symbolique et le lieu physique. Et vous savez comment dans les bateaux, il faut avoir des balises pour pouvoir avancer convenablement. Et puis, dernier moyen pour passer à l'action, c'est bien évidemment l'émergence de nouveaux métiers. Que pourrions-nous faire sans les personnes, sans les femmes et les hommes qui sont à la manœuvre pour cette co-construction? Et je tiens à souligner là l'engagement finalement de toutes ces personnes qui ont pris la décision d'être des marginaux séquents dans nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour prendre le risque de faire alliance là où on est encore plombé par nos processus qui nous rendent en silo. Nous devons, tout en étant dans une véritable dynamique collective, et donc de ne pas nous auto-approprier d'intérêt général, nous devons valoriser ces marginaux séquents. Nous devons faire en sorte que les marginaux séquents de chacune des organisations
passent et deviennent des génies pour pouvoir accompagner ces passerelles dont notre monde a tant besoin. Et de marginal séquent à troupe de génie, eh bien, il faut encore faire un peu de chemin et les trois métiers que nous avons vus émerger au sein du rameau, celui de direction des alliances stratégiques, nous en parlions avec nos amis de l'AFF récemment, celui de médiateur, interorganisation, nous en parlions avec nos amis du Consulting France récemment, ou bien évidemment les catalyseurs territoriaux, peut-être ceux avec lesquels on a le plus les mains d'un conduit à leur côté, eh bien quelque part, nous devons prioritairement prendre soin de ceux qui prennent soin. Et là, si le rameau prendra en 2020 un bâton de pèlerin, c'est bien pour dire à quel point ces acteurs de la co-construction sont les acteurs que nous devons collectivement valoriser et prioriser. Et là, je prends ma casquette finalement dans le cadre du mandat que Gabriel Attal m'a confié avec la députée Cathy Racongouzon sur la mission ministérielle, comment accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises, collectivités territoriales. Vous pouvez compter sur moi et je m'y engage par cette vidéo, par ce webinaire, et vous savez que comme il est en replay, cet engagement est formel et pourra être partagé, à ce que cette valorisation des femmes et des hommes qui ont consacré leur énergie, leur engagement à co-construire, à faire alliance contre vents et marées, parce que oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de co-construire. C'est tellement plus facile de se recentrer sur soi. Eh bien, vous pouvez avoir mon ferme engagement que ces acteurs, les acteurs que sans doute la plupart d'entre vous êtes, soient valorisés dans ce rapport ministériel et dans les messages que nous porterons au gouvernement sur le sujet. Et nous en finirons là sur cette question des outils. Sans doute d'autres sont encore à inventer, mais nous devons aller au-delà de cette construction des outils. Et aujourd'hui, les outils existent. Ils sont à disposition. Et le rameau n'est pas le seul à en mettre à disposition. L'ORS, l'AMICA, les entreprises pour la cité, l'AVIS, j'en oubliais plein, donc désolé pour ceux que je n'ai pas cités, mais il y a aujourd'hui de très nombreux acteurs. On travaille plus d'une cinquantaine de réseaux nationaux qui irriguent les territoires, et je n'ai pas cité les institutions, la Caisse des dépôts, Territoire Conseil, le conseil, le comité, le conseil national, pardon, le CGET, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, comme ça c'est plus facile, puisqu'à partir du 1er janvier, je serai dans les clous, la JELVA, au niveau du ministère en charge de la vie associative. Tous ces acteurs-là, aujourd'hui, ont des outils à proposer au territoire. Mais nous devons nous poser collectivement 4 questions. Quels sont les dispositifs d'animation collective? Quelles sont les gouvernances collectives que nous devons inventer? Et ça, ce sera un sujet sans doute passionnant qui va nous occuper quelques années. Quels sont les modes d'investissement sociétaux? Et là, le travail que nous menons avec le cercle des investisseurs sociétaux, avec la Caisse des dépôts qui regroupe une vingtaine, 21 pour être exact, le nombre de la co-construction d'ailleurs, d'investisseurs sociétaux publics et privés, pour réfléchir ensemble comment on investit dans cette logique-là. Et puis, dernier point, qui sera aussi un des points importants du rapport de la mission ministérielle, quel cadre technique pour faciliter l'alliance. Vous savez que depuis des années, le rameau milite pour un droit d'expérimentation partenariale, pour rendre l'expérimentation entre les acteurs riches de leurs différences possibles. Nous espérons bien que 2020 voit la sortie finalement par le haut de ce besoin global. Très rapidement, une fois qu'on a dit ça, et très modestement aussi, puisque vous avez vu, bien évidemment, nous sommes tous dépassés, et nous les premiers, par l'ampleur de la tâche. Personne ne peut dire qu'il sait, personne ne peut dire qu'il a aujourd'hui des solutions, et si en 2016, lors de nos 10 ans, nous avons écrit le livre collectif vers la fin des arrogances, c'est bien parce que aujourd'hui, c'est notre fragilité individuelle, tant au titre de l'individu que de la structure, qui fait en sorte que nous pouvons inventer ensemble, tel que l'AFM a su le faire, finalement des solutions qui peuvent être des solutions pour demain. Et donc, très modestement, quelle est l'ambition de cette plateforme d'innovation territoriale en action? Pour ceux qui n'auraient pas encore découvert toutes ces facettes, c'est d'abord de répondre aux 7 besoins que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi peut-être sa spécificité, c'est d'avoir la prétention, peut-être une prétention lourde, d'être pour tous les acteurs d'un territoire. Que l'on soit une association d'intérêt général,
que l'on soit une TPE-PME, que l'on soit une direction régionale d'un grand groupe, que l'on soit une collectivité territoriale, un service déconcentré d'État, un acteur académique de territoire, pour nous essayons de construire ensemble avec vous une plateforme qui corresponde à un lieu de dialogue partagé. Vous savez comme moi que finalement, dans la co-construction, la question la plus sensible, c'est la question de la sémantique. Parce que dans ces différents univers, les mots n'ont pas la même valeur. Et donc, quelque part, d'avoir la prétention d'avoir une plateforme qui s'adresse non pas à l'une des catégories d'acteurs, même si par ailleurs, il est très important qu'il y ait des plateformes ciblées par type d'acteurs, mais d'avoir une plateforme commune qui permette finalement de pouvoir à tous se retrouver autour d'un langage commun. C'est la volonté de cette plateforme d'innovation territoriale en action. Et vous y retrouvez sur chacun des angles, des 7 angles dont on a parlé, vous y retrouvez finalement des éléments pour comprendre de quoi parle-t-on, pour s'approprier le sujet et donc finalement de pouvoir savoir comment agir, quels sont les exemples inspirants, comment se former sur le sujet. Et puis, dernier point, comment agir, bien d'avoir accès à des centres de ressources qui, eux, sont plus techniques, mais qui permettent après de pouvoir disposer d'une forme de boîte à outils, de kit pratique, qui va permettre finalement de pouvoir se nourrir en fonction des outils dont on a besoin. Je voudrais, en cette veille de Noël 2019, cibler sur 3 outils particuliers qui nous sont chers et que nous avons voulu justement produire avant Noël. 2 d'entre eux ont été faits au moment du Salon des maires, puisque vous savez que le Salon des maires du 20 novembre dernier a été le dernier Salon des maires avant les prochaines municipales, et puis celui le 3e correspond à des outils que nous venons de mettre à disposition, qui ont été publiés pas plus tard que la semaine dernière. Je pense notamment à la note prospective sur la nouvelle philosophie politique, ce que je viens d'évoquer avec vous. Ce lien commun a été traduit par une note prospective sur ce sujet-là qui, depuis finalement la première note en 2013, lorsque nous avons publié dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat le premier rapport au gouvernement sur l'entreprise responsable, qui note finalement un passage de cette question de l'organisation, puisque lorsque nous étions dans l'entreprise responsable, nous étions sur la question des organisations, vers un dispositif collectif, c'est-à-dire comment nous gérons notre bien commun, et cette note sur la nouvelle philosophie politique est finalement un élément marquant de cette année 2019. Autre élément marquant, nous avons fait un rapport de recherche sur l'ODD17 comme levier de changement systémique, grosso modo, ce que nous venons de partager ensemble, mais je vous invite à regarder très concrètement ce rapport parce que il donne 21 suggestions pour réussir les ODD, il donne 21 enseignements sur l'innovation sociétale qu'on a appris finalement de cette observation de la capacité de construire en commun des solutions pour tous, et puis 21 conditions de conduite du changement, parce que le changement sera difficile, parce que nous le voyons tous, finalement, lever l'inertie actuelle demande un effort considérable. Ce rapport est sans doute, depuis le début du rameau, le rapport de recherche le plus structurant, puisqu'il donne finalement une vision systémique de ce que nous avons appris depuis 14 ans. Et puis, un peu à l'autre bout, puisque nous étions là sur des questions plus macro, sur une question beaucoup plus micro, nous avons voulu rendre très concret, très opérationnel, très opérant les travaux de recherche, et nous avons construit 5 kits pratiques pour pouvoir donner aux organisations et aux territoires des modes opératoires très concrets. Vous en avez un sur la co-construction territoriale, un sur l'innovation sociétale, un sur le modèle socio-économique d'intérêt général, un sur les partenariats associations entreprises et un sur l'évaluation partenariat. Et ces kits pratiques, on a mis 7 ans pour les construire. C'est finalement dans cette deuxième phase que le rameau a vécu depuis 2013, notre recherche permanente a été de pouvoir être en mesure de construire des kits pratiques aussi simples que ceux que nous avons diffusés la semaine dernière. Nous pensions que ça prendrait 3 ans et 1,5 million d'euros d'investissement, là où la Fondation Bettencourt nous a financé cette dynamique-là. Et ça nous a pris 7 ans et le double de financement. Et je remercie
tous les acteurs, tous les contributeurs pardon, aux côtés de la Fondation Bettencourt-Schuller qui nous ont largement contribué et aidé à réussir ce challenge. Je pense bien évidemment au premier rang de nos partenaires historiques, à la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Je pense aussi bien évidemment au Commissariat général à l'égalité des territoires. Je pense à la JAVA, je pense à GDR Mondial, je pense à la Poste, je pense à la FNCE, je pense à GRDF, je pense à la Fondation RTE et tous les acteurs, Fondation RATP. Je ne peux pas dire les 80 acteurs grâce auxquels nous avons pu mettre à disposition de tous, en open source, l'ensemble de ce que nous avons vu depuis 14 ans. Alors, ça n'est pas universel, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas finalement la réponse à tous vos besoins, mais c'est juste la contribution modeste d'un laboratoire de recherche empirique qui, après 14 ans, est convaincu que ces petits outils, que ces petits acteurs de territoire que nous sommes tous, peuvent transformer le monde. Alors oui, sans doute oui, il y a là quelque chose qui, en germe, peut prendre une grande dimension, si tant est que nous le mettions en commun entre nous tous, et que ça ne reste pas notre propriété individuelle, mais bien notre bien commun. Et cette plateforme, l'innovation territoriale en action, ce webinaire qui conclut un an de cheminement en commun, a bien cet objectif, de pouvoir se dire comment est-ce qu'on passe de la contribution de l'un et de l'autre à une capacité d'action, de débat, de dialogue collectif. Et finalement, comment on fait de 2020 l'année où, après avoir partagé ce chemin commun, et je remercie les plus de 300 territoires qui ont participé à notre cheminement, à nos webinaires communs, je remercie les 1500 acteurs qui ont regardé et contribué par leur contribution à la plateforme. Et surtout, je vous invite aujourd'hui à nous dire comment l'améliorer. Nous avons un questionnaire que nous avons fait pour évaluer à la fois ces webinaires, dont on a bien conscience qu'ils sont améliorables, mais aussi la plateforme, et avant tout peut-être cette plateforme commune, ce bien commun qu'est la plateforme d'innovation territoriale en action. Et vous savez que, quelque part, un acte symbolique est un acte de transfert, de don. Et cet acte de don, le conseil d'administration du Rameau, en accord avec ses trois partenaires, la Caisse des dépôts, le CGET et le groupe La Poste, ont décidé de transmettre et d'offrir l'ensemble des investissements qui ont été faits sur la plateforme d'innovation territoriale en action et tout son contenu au réseau des pionniers des alliances en territoire, à ce réseau qui, de façon informelle, regroupe 350 catalyseurs territoriaux pour bien montrer que notre bien commun est un bien que nous partageons et que, au-delà de la propriété individuelle, le fait d'être en capacité de la partager n'est pas une perte, mais au contraire une démultiplication de son bien. Et c'est bien sans doute ça la nouvelle et la bonne nouvelle à la veille de Noël, c'est que oui, bien évidemment, le bien commun finira par gagner. Merci à tous d'avoir contribué durant cette année finalement à cette construction de cette plateforme commune. Nous nous engageons, bien évidemment, plus que jamais, à passer à une nouvelle étape et à passer à l'action avec vous. Et bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous dès janvier pour un programme 2020 qui est encore en construction. Mais je pense que vous qui êtes, en tous les cas, je l'espère, tout aussi gourmand que moi, vous ne serez pas déçus par l'ampleur du menu. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon menu de Noël.